Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. En 70 ans de carrière, vous avez créé plus de 450 chansons qui ne cessent de traverser les générations. Vous avez choisi de donner une nouvelle vie à ces classiques en réunissant justement 70 dans un album de transmission plein d'une tendresse et d'un humour dont nous avons plus que jamais besoin. Bonjour Pierre Perret. Salut la foule en délire. Écoutez, ça fait, je crois, la 6e fois que vous venez dans les clés d'une vie, ce qui est un bonheur. Et en plus, on fête avec ce triple album, ce triple CD, vos 70 ans de carrière. C'est quand même un événement. Et c'est vraiment la transmission, parce que je pense que de plus en plus, les nouvelles générations découvrent vos chansons de jadis. Ah, ça c'est vrai, je me l'aperçois tous les jours parce que, d'abord par le courrier ou les messages que je peux recevoir, et j'en reçois de fort nombreux. Mais en plus, ce qui m'étonne, c'est que ça peut aller de les éternels Mon Petit Loup, Lily ou La Cage aux Oiseaux, mais aussi jusqu'au Cul de Lucette ou le Zizi, ça leur fait pas peur. Et au contraire, ils ont l'air tout à fait ouverts à la hardiesse des mots que tout un chacun est en droit d'attendre, mais en général, les enfants le font plus tard. Oui. Et là, ils démarrent de plus en plus tôt, je trouve. Nous rajeunissons tous, à commencer par vous. Et puis, donc, ce triple album sont des anciennes chansons, mais que vous avez remasterisées pour que vraiment elles soient dans l'air du temps. Ah oui. C'est indispensable. Il y a eu un beau boulot de fait, et même moi, j'ai été très surpris de la dernière écoute. Là, c'est magnifique. Alors, comme d'habitude dans les clés d'une vie, on va évoquer ces chansons, quelques-unes de ces chansons, parce qu'il y en a 70, à travers des dates clés. La première que j'ai choisie, c'est votre date de naissance, le 9 juillet 34, parce qu'elle est liée à cette chanson. Je suis le Castel Sarrazin. Oui. Il y a du tabac, il y a du raisin. C'est pas du Havane, il s'en faut. Et le vin, c'est pas du Bordeaux. Mais les gens y sont accueillants. Et j'en connais de bienveillants. Il se trouve que cette jeunesse, vous avez eu la chance, Pierre Perret, de la passer en pleine nature, ce qui est un privilège. Complètement. Et puis d'ailleurs, ça m'a jamais quitté parce que je me suis jamais éloigné de la nature autant que faire se peut avec l'axe que j'ai choisi en faisant le saltimbanque toute ma vie sur toutes les scènes partout. C'était difficile, mais tous les points de halte que j'ai pu avoir. J'ai acheté très tôt une maison en pleine campagne où je vis depuis plus de 50 ans maintenant. Et chaque fois, j'ai été attraper une friture de poisson, pêcher, cueillir des herbes, parce qu'avec ma grand-mère, j'ai appris à connaître les herbes, toutes les herbes sauvages, dont je me sers encore très souvent quand je fais des salades, etc. Aller aux champignons, je veux dire... les girolles, les trompettes de la mort ou les cèpes n'ont aucun mystère pour moi. Je connais tout ça par cœur et je connais pas mal du tout la nature, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, on sait que vous êtes un homme toujours nature, de par vos chansons et votre expression. Alors, il se trouve aussi que vous parliez de pêche. Vous avez appris à nager dans la Garonne à l'époque où c'était possible. Et où c'était possible, effectivement. Il y avait un peu moins d'écume qu'aujourd'hui à la surface et bon, c'est ce que j'ai dénoncé d'ailleurs très tôt dans des chansons comme Vers de colère ou Donnez-nous des jardins. Il y a plus de 40 ans, j'écrivais ces chansons-là à une époque où on me disait « Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Ça n'intéresse personne. » Oui. J'ai dit « Vous verrez dans quelques années. » Et comment ce côté visionnaire vous venait-il ? Je sais pas, j'ai eu tout ça très tôt. J'ai été aussi un des premiers quand même à mettre le doigt sur le racisme avec Lily à l'époque où je l'ai écrit dans les années 70. Entre autres, mais il y a plein d'anticipations comme ça dans mes sujets qui ont éclaté, qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans après parfois, et je sais pas pourquoi, mais il y a plein de choses que j'ai reniflées très tôt. Et puis il se trouve que j'ai vu des interprétations de cette chanson. Je suis Castel Sarrazin en scène. Oui. Le public la chante en même temps que vous. Oui. Oh ça, il y a pas que celle-là. Je veux dire, il y a des tas de chansons qui sont même des chansons qu'on peut dire dures.
et que les gens connaissent parfaitement. Et ça m'a toujours surpris parce que j'ai cru que c'était des chansons demeuraient un peu plus occultées. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les grands classiques, je dirais, des colonies de vacances ou etc. Il y a des tas de chansons relativement obscures, entre guillemets, qui connaissent très bien et qui parfois sont apprises dans les écoles. Alors Castelsarrasin, vous y êtes né en 1934, donc vous avez vécu la guerre et des moments difficiles parce que quand vous rentriez de l'école, votre père vous disait de faire attention. Papa me disait, oui, surtout la première fois quand les Allemands sont arrivés, ça c'était en 1942, j'avais 8 ans, j'étais encore pas... J'avais pas les deux pieds dans le même sabot, mais l'arrivée des Allemands dans le pays, on était à 400 mètres d'une caserne où il est arrivé 1000 Allemands d'un coup. Et la première image que j'ai, je les vois j'en ai vu débarquer dans les sidecars qu'il y avait, tu sais, avec la moto et le sidecar, avec les casques, les poignards dans leurs étuis, les grenades qui pendaient sur la vareuse là. Alors là, j'étais vachement impressionné. Et papa m'avait dit, quand tu rentreras dans le café, certainement il y en aura, puisque c'est un lieu public, ils viendront sûrement au café. Tu dis simplement bonjour et c'est tout. Et j'ai dit bonjour et c'est tout. Et ce café, le café du Canal, vous l'avez chanté. Le café du Pont que j'ai transformé en café du Canal, c'est vrai. Et la jolie Rosette au café du Canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous de cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé. Votre écriture est née dans ce café à force de voir les clients et même de servir le pastis ou de surveiller les parties de belote. Ça a été mes universités à moi, le café. C'est sûr, j'ai appris tellement de choses là. Et d'abord des clients qui venaient tous les jours et qui étaient tous issus de cultures différentes, puisque cette usine était une usine de métaux non ferreux et pratiquait la frappe de monnaie. De tristes mémoires, tu te souviens certainement de ces pièces qui ont été frappées à la Francisque de Pétain sous l'occupation. Et c'était fait à Castelsarrasin. Donc il y avait des types qui venaient d'un peu partout pour apprendre la frappe de monnaie, qui travaillaient à l'usine et devenir des ingénieurs de cette pratique. Et il y en avait donc arrivés de Lille, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. C'était la tour de Babel dans notre café. Tous ces gens étaient là et amenaient leur culture et leur accent, etc. Et pour moi, c'était luxuriant de savoir, de curiosité. Pour moi, j'apprenais des tas de choses que je n'apprenais pas à l'école. Et effectivement, et puis l'école, ça vous intéressait moyennement. Ce qui vous intéressait à l'époque, c'était la musique, et votre père ne s'y opposait pas. Ah non, au contraire, c'est lui qui m'a encouragé. C'est lui qui m'a fait devenir élève d'un professeur de musique. J'ai appris le solfège pendant les 2 ou 3 premières années. C'est un peu emmerdant, le solfège, mais je me suis aperçu que c'était très utile par la suite, puisque quand le prof lui a dit « il est assez doué, le gamin, il pourrait apprendre un instrument », et il a dit « oui, mais quoi ?» Il dit « un instrument très moderne qui vient de surgir là et qui est de plus en plus... et qui est beau, c'est le saxophone. On pourrait lui faire apprendre le saxophone. » Donc, il m'a appris le saxophone, et je me suis retrouvé... 3 ans après, 3 ou 4 ans après, parce que là aussi, il a déclaré que j'étais assez doué. Il m'a fait inscrire au Conservatoire de Toulouse. Il y avait 18 postulants, je crois, au concours d'entrée. Il y avait 6 places et j'ai été admis. Mais ce goût de la musique, cette envie, ça venait d'où? Parce que c'est de papa qui lui ne souhaitait qu'une chose, c'est que je devienne
musicien, artiste, parce que lui a rêvé de ça toute sa vie et avait un père qui, pour la faire courte, a été abandonné par un couple de comédiens. Donc c'était des saltimbanques pour lui. Et ils l'ont abandonné dans une ferme et il les a jamais plus revus. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à haïr le milieu artistique. Et on peut le comprendre. Et donc, il a dit, quand papa lui a dit, moi, j'aimerais bien apprendre la musique, le théâtre, tout. Il lui a dit, tant que je serai vivant, jamais. Et papa s'est juré, a dit un jour, si j'ai un enfant, un jour, la première des choses, ce sera de lui faire apprendre la musique, le solfège, le théâtre, tout. Et voilà ce qui m'est dégringolé sur la théière. Voilà. Et vous étiez déjà dans la note, si j'ose dire. Ah, complètement. Et ça va continuer. On va évoquer une autre date, le 6 juillet 1964. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Perret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Perret. Nous fêtons vos 70 ans de carrière avec un triple album avec 70 chansons sélectionnées parmi plus de 450. Un choix qu'on... On est à peu près à 480 aujourd'hui. Ouais, tout augmente. Oui. et puis, j'ai retrouvé une date importante dans ce parcours avec une chanson qui est dans ce coffret. Le 6 juillet 1964, voici une émission de télévision dont vous allez peut-être reconnaître le générique. Les raisins verts de Jean-Christophe Averty. Oui, absolument. C'est une émission qui a marqué l'époque. Oui. Et qui m'a marqué aussi, et aussi lui, le personnage m'a marqué, puisque j'ai tourné avec lui des chansons comme il avait l'originalité de savoir le faire, et c'était un régal à chaque fois, parce que j'apprenais des choses à chaque fois. Voilà. Et l'une des chansons que vous interprétez ce soir-là, le 6 juillet 64, c'est celle-ci. Noël, Noël, tu vas venir bientôt, oh bon Papa Noël, n'oublie pas mes cadeaux. Et pour ce jour si merveilleux, petit Papa Noël, exauce tous mes vœux. Que ma petite maman s'arrête de tousser, peut-être que notre voisin aura fini de gueuler. Il y a à la fois de l'humour, de la tendresse dans cette chanson. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le décor, vous étiez sur un fond noir, entouré de petits squelettes. Oui. Oui, ça m'avait marqué d'ailleurs. Pourquoi des squelettes ? Il n'y avait que lui capable de faire ce genre de choses, parce que c'était plutôt un récit noir que je faisais là-dedans. Ouais. Je voudrais que ma grand-mère ne me réveille plus quand elle revient le matin beurrée comme un petit luy. Enfin, je sais pas si tu vois, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écrivaient des choses. C'était de l'humour noir qui ne pouvait plaire qu'à Jean-Christophe, parce que Averty était très, très branché humour noir, lui, c'est sûr. Et le chemin pour arriver justement à cet humour noir n'était pas évident. Je crois que c'est Poupchen un jour qui vous a convaincu d'écrire des chansons. Poupchen, la compagne de Brassens, la compagne discrète. C'est elle. Et qui m'a dit... j'avais écrit des chansons pour une fillette qui voulait faire un peu de cabaret, là. Bon, très bien. Et j'ai écrit ça. Et puis, bon... avec la fillette en question, ça marchait pas vraiment. Elle n'était pas très, très douée en tant qu'interprète, et c'est là que Poupchen, et puis en plus, bon, c'était payer une misère, et c'est là que Poupchen m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas toi aussi? J'ai dit, mais Poupchen, je ne suis pas chanteur, moi. Mais elle m'a dit, mais Georges non plus. Georges Brassens, bien sûr. Oui, et ça m'a fait éclater de rire. Et puis après, comme ça m'a mis la puce à l'oreille, j'avais tout le temps un carnet dans la poche de mon Duffel-Coat, là, un gros carnet et un crayon. Et chaque fois que j'avais une idée, c'est là que j'ai commencé à écrire. Moi, j'attends Adèle, Le Prince passe, etc.
Disons que Poupchen était la compagne de Georges Brassens, qui avait eu d'autres vies avant et qui a failli avoir une vie pendant elle, car quand il est passé à l'Olympia en 54, il a tenté de draguer l'animatrice qui était une certaine Nadine Tallier. Oui, absolument. Nadine de Rothschild. Ah oui, il était tombé amoureux fou. Voilà, il s'est pris un vent et la chanson Une jolie fleur dans une peau de vache A été écrite pour elle. pour elle, voilà. C'est vrai. Elle le revendique. Alors, il se trouve que vous avez commencé dans les cabarets, et c'est vrai que les cabarets, c'était à la fois un apprentissage, mais c'était pas facile, et même financièrement, Pierre Perret. Pas financièrement, c'était des cacahuètes, c'est sûr. On gagnait une misère, et c'est pour ça que je chantais pratiquement tous les soirs dans entre 5, 6 et 7 cabarets. Oui, on pouvait le faire à l'époque. Ah ben, moi, je sais ce que j'ai fait pendant quelques années, parce que je passais de la Colombe au Port du Salut, à l'échelle de Jacob. Il y avait un cabaret toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. Je prenais ma bagnole, je partais, je me foutais sur les trottoirs n'importe où avec ma 4 chevaux. Je chantais une demi-heure, je repartais et je changeais de crèmerie. Parfois, je montais jusque... Il y avait un cabaret qui s'appelait Chez ma cousine. Oui. À Montmartre, oui. Et j'arrivais chez ma cousine, parfois avec ma guitare en courant, et je voyais sortir d'en face d'un autre cabaret qui s'appelait le Tire-Bouchon. Je croisais souvent Jacques Brel, oui, qui me disait « Salut Pierrot, où vas-tu ?» Je me suis dit « Je vais chez ma cousine, moi je pars au Port du Salut, allez !» Oui, c'était une époque fabuleuse. Mais avant-guerre, je ne sais pas si vous le savez, mais on avait le droit, quand on était artiste, de faire 5-6 cabarets autant qu'on voulait, à condition qu'il y ait 3 km de distance entre chaque, car il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui. Ah, je connaissais pas ça. C'est marrant. Alors, il se trouve que Eddie Barclay vous a signé un contrat et il a fini par vous repérer, et ça a été un point de départ, même si ça n'a pas marché tout de suite. Ah, ça a été un bide, là. Oui. Puis en plus, bon, il comprenait pas vraiment ce que j'écrivais, lui. Et il est resté assez passif, et ça a été une période tout à fait creuse au départ. Et il s'est rien passé jusqu'à ce que j'écrive Le Torboyau, 5-6 ans après. Et là, je suis rentré chez Vogue, parce que même lui ne s'est pas marré une seconde en écoutant le Torboyau Barclay. Il n'avait aucun humour. Et je suis rentré chez Vogue. J'ai enregistré le Torboyau dans un studio où tous les musiciens étaient écroulés de rire en écoutant la chanson. Le disque est sorti. Une semaine après, il y en avait plus de 100 000 qui étaient partis. Pour quelqu'un qui avait jamais vendu un disque, ils étaient très contents chez Vogue. Le Torboyau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert. Je fais partie de ces générations qui, à l'école, chantaient le Torboyau. Oui. Parce que tout de suite, ça a accroché avec les jeunes. Exactement. Et tout ce qui a suivi, dès qu'il y avait quelques mots interdits, les jeunes, les gamins, dans les cours de récré même, s'accaparaient ces titres-là. Je me souviens très bien, 2, 3, 4 ans plus tard, quand j'ai enregistré Cuisse de mouche et Tonton Cristobal, pardon. Tonton Cristobal, les gamins dans la cour de récré chantaient « Il en a le cul cousu ». Il en a le cul cousu parce que cul, c'était impossible de dire cul, évidemment. Et là, ils se régalaient de ça, ils s'engargarisaient, les gamins. Et en pleine période yéyé, avec Johnny Sylvie, vous passez à Achetant les têtes de bois avec cette chanson Le Torboyau. Oui, absolument. Et ça marche très fort auprès des jeunes. Ah oui, ils étaient ravis parce qu'il y avait plein de mots insolites et provoquants pour eux. Et puis il y avait l'Olympia, avant les Rolling Stones. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette soirée ? C'est là que j'ai chanté Le Torboyau pour la première fois, même avant de l'avoir enregistré alors. Cette fois-là. Oui. C'était les Musicorama de Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1, oui, et qui m'avait dit « Pierrot, ben, tu viens une fois de plus ». Je revenais toutes les semaines, chanter un soir, le mercredi, et j'avais droit à une chanson, ou 2, ou 3, ça dépend. Et là, je suis arrivé tranquille, moi, vers
9h30, 10h, tu vois. Normalement, je passais... Elle m'a dit, tu passeras vers 11h. Oui. J'ai dit, d'accord. J'arrive vers 9h30. La productrice, Catherine Félix, me dit, dépêche-toi, accorde ta guitare, c'est à toi dans 2 minutes. J'ai dit, mais ça va pas. Et dans la salle, il y avait un barouf, mais un barouf incroyable. Et il y avait 2500 gosses de 18 ans à peu près qui attendaient. Et j'ai dit, mais il y avait des bouteilles de bière, des canettes, des godasses, des boîtes, de tout sur la scène qui était projetée. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est ça? Ben, elle me dit, ils veulent que les Stones. J'ai dit, mais qui c'est les Stones? Je ne savais même pas, c'est la première fois qu'ils venaient en France. Moi, je les avais jamais entendus, j'avais pas le temps, puis ils étaient très jeunes. Elle me dit, écoute, vas-y, c'est à toi. Mais j'ai dit, si tout le monde s'est fait virer, je vais me faire virer aussi. Mais non, mais non. Et ça a été non, effectivement, parce que j'ai fait un tabac avec le torboyau incroyable. Tous les gamins étaient debout dans la salle, hurlaient Pierrot, 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 Pierrot. Et alors, ça m'a été répété en sortant. Il paraît qu'il y a le Mick Jagger qui disait... Mais qui c'est ce putain de chanteur français qui fait un tabac pareil? Moi, ils me connaissaient pas non plus. Moi, je les connaissais pas, mais eux non plus. Et le chanteur français, c'était ma pomme. Ben voilà, c'était un bon début en tout cas. Et il y a eu d'autres événements. Et j'ai trouvé une autre date importante, le 29 septembre 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Perret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Perret, 70 ans de carrière, un album avec 70 chansons, on en écoute quelques-unes pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent de récupérer ce coffret avec des titres qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître mais qui ont été remasterisés. Et la date du 29 septembre 1966, c'est ce que j'appellerais la sortie du purgatoire dans cette émission. Le palmarès des chansons de Guy Lux, qui était Guy Lux, il fallait se le faire aussi parce que les interviews, c'était un peu n'importe quoi. Oui, oui. Et vous teniez le choc. Et quand je dis que c'est une émission importante, car vous sortez du purgatoire avec une chanson qui a triomphé tout l'été, mais que personne n'a vue à la télévision. Des triggers partout. Alors là, c'est ce que j'appelle la fin du purgatoire, c'est-à-dire qu'on vous a entendu tout l'été, vous avez vendu des disques, mais vous avez été non pas censuré, mais déconseillé. Déconseillé fortement, oui, parce que même déjà... Yvonne de Gaulle a fait savoir, elle a appelé elle-même Roland Dordain, qui était le patron de Radio France, qui s'appelait pas encore Radio France d'ailleurs. Elle lui a dit, monsieur, nous vous serions reconnaissants, elle a mis le pluriel dans la balance, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. C'est extraordinaire parce qu'en plus, le général de Gaulle, je l'ai su par son fils, l'amiral de Gaulle, avait beaucoup d'humour et adorait vos chansons. Et il les écoutait. Donc je l'avais jamais su, c'est une révélation. J'ai posé la question à Philippe de Gaulle un jour, qui m'a dit mon père écoutait beaucoup de musique le soir, et Pierre Perret, ça faisait partie de ses disques. Donc je pense qu'elle a pris l'initiative toute seule. Alors là, merci du scoop, parce que c'est une découverte d'avoir eu le père de Gaulle, un admirateur, en fan, dis donc. Alors, il se trouve que cette chanson a été censurée, ce qui vous a rendu service. Oui, complètement, parce que c'est très typique chez les Français. Dès qu'on interdit quelque chose, c'est ça qu'ils veulent, évidemment. Et là, ça n'a fait que multiplier les ventes. La maison de disques était marchée sur l'eau, là, parce que... et je regrette de ne pas avoir créé ma maison encore à ce moment-là, parce qu'ils ont vendu des millions de disques. J'ai jamais connu les chiffres exacts, alors. Mais en même temps, après les vacances, c'est la fin du purgatoire, vous êtes autorisé à passer à la télévision. Oui. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est vrai, oui. Après, j'étais sollicité de partout. Je courais d'un studio à l'autre, et effectivement, quand
C'est le public qui fait le succès de quelqu'un. Et puis, le public, on ne peut pas aller contre. Non, mais il y a aussi l'instinct de votre femme, Simone, Rebecca, qui a été la première à croire en cette chanson quand elle n'était pas terminée. Oui, parce que moi, je voulais même pas la chanter. J'ai dit, je la garde pour le cabaret, mais je l'enregistrerai jamais. Et pourquoi? Parce que ça passera jamais. Le caractère de ces chansons-là n'existait pas à l'époque. Raconter toutes les horreurs que je raconte, ils se baignaient dans les égouts. Enfin, c'était une nouvelle écriture par rapport à. C'était très novateur tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça n'a même pas vieilli parce que il y a des tas de vos collègues qui me disent. Vous n'êtes pas démodé, je ne peux pas être démodé, je n'ai jamais été à la mode. Et d'ailleurs, les colonies de vacances, quand on va sur YouTube ou sur TikTok, il y a plus de 5000 publications sur les colonies de vacances. C'est extraordinaire. Je sais qu'il y a des scores faramineux qui me font partir les quatre fers en l'air à chaque fois et je suis ravi et je remercie d'ailleurs tous les gens qui me suivent depuis si longtemps. Je m'en suis aperçu d'ailleurs à mon dernier anniversaire, le nombre de millions de messages que j'ai pu recevoir sans avoir rien dit, ni en avoir fait état. Et il se trouve que vous pensiez à l'époque que le succès de ce 45 tours serait Gourance, et là vous êtes gouré, si j'ose dire, parce que vous ne pensiez pas une seconde que ça marcherait. Du tout. C'est vrai, parce que c'est quand même... J'ai toujours écrit des chansons si particulières et si marginal par rapport à... Je le raconte parfois, pardon si on parlait de la radio France qui n'existait pas encore, qui s'appelait pas encore Radio France. Je crois qu'il avait fait un jour une espèce de récapitulatif. Il voulait classer les chanteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il voulait savoir quels étaient les noms du chanteur de charme, du chanteur engagé, du chanteur comique, du chanteur triste, du chanteur romantique, ça. Et bon, alors ils ont classé tout le monde. Et Roland, c'est José Arthur qui m'a dit, tu connais le classement? J'ai dit non, pas du tout. Eh bien, écoute, il y en a un seul qui est resté sur la touche, qui est resté... C'était marqué sous mon nom, Pierre Perret, inclassable. Voilà, c'est presque un compliment. C'est ma Légion d'honneur. Alors, il se trouve que cet été-là, avec le succès, vous êtes parti en tournée avec Aznavour, et que ça a été une belle tournée à la fois sur scène et dans les restaurants. Et gastronomique, exactement, parce que dès le premier jour, Charles m'a dit, écoute, moi je m'occupe des hôtels, tu t'occupes des restaurants. Et bon, tous les jours, c'était... Dès qu'il n'y avait qu'un 2 étoiles, il disait « Ah, c'est qu'un 2 étoiles aujourd'hui !» Mais il se trouve en plus que l'après-midi, vous travaillez et un jour, vous lui faites découvrir les paroles d'une chanson. Voici exactement, voici, messieurs, mesdames. Tu te souviens de ça? Comment l'amour creva mon horizon sans joie. Elle s'appelait Blanche et c'était une flamme. Mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là? Beaucoup de gens considèrent cette chanson comme l'une des plus belles du monde et vous ne voulez pas la chanter non plus et c'est Aznavour qui vous a convaincu. Oui, c'est vrai, parce que en tournée, on écrivait tous les deux le soir dans notre chambre avant d'aller au théâtre. Et on avait dit qu'on se montrerait ce qu'on écrivait quand il y aurait suffisamment de matière pour... Et je me souviens, à l'époque, il m'a chanté a cappella comme ça. « Emmenez-moi autour de la terre. » Une chanson qui est née parce que sur un port en Asie, il a vu des gens miséreux qui souriaient. Oui, exactement. Et alors, il était en train d'écrire ça. Et il y en avait suffisamment pour me donner un aperçu. J'ai dit, elle est très belle, ta chanson. Et il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai pris ma guitare et je lui ai chanté Blanche. Et il m'a regardé, le salaud. Je dis le salaud parce qu'il m'a dit, c'est toi qui as écrit ça? De l'air de dire, c'est pas possible. Et j'ai dit, oui, je suis désolé, c'est moi qui ai écrit ça. J'ai dit, mais t'en fais pas, de toute façon, je le chanterai jamais. Il m'a dit, mais t'es fou, pourquoi?
Ben, j'ai dit parce que moi, les gens qui sont habitués aux colonies de vacances, à tout le torboyau, tout ce que je chante dans l'humour noir et tout, et si j'entends quelqu'un qui s'esclaffe au 3e verre de Blanche, je pose la guitare et je m'en vais. Mais non, il faut que tu le chantes. Et j'ai fait l'Olympia 6 mois après, et j'ai chanté Blanche pour la première fois. Et j'aurais peut-être jamais osé s'il m'avait pas dit, mais fais pas le con, il faut que tu chantes ça. Vous écriviez comme ça des chansons que vous pensiez ne jamais enregistrer parce qu'elles ne correspondaient pas à cet humour noir. C'était autre chose, mais moi j'ai écrit sur tous les sujets. Donc je trouve que un type ne doit pas passer sa vie à chanter des chansons tristes ou à essayer de concurrencer Dranem ou J'ai la rate qui se dilate. Bon, il faut savoir tout faire quand on écrit des chansons. Et là, je m'étais pas encore essayé à ce type de chanson, j'aurais jamais osé parce que, en plus, avec le physique qui était le mien, j'ai jamais été Alain Delon. Donc, je me disais, les gens vont se marrer. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que pendant plus de 50 ans, j'ai chanté Blanche sur scène parce qu'elle m'était réclamée à chaque fois. Et il y a une autre chanson qui n'a cessé d'être réclamée par le public, une chanson qui est devenue un hymne. On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Les écoles. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Là aussi, vous avez été en avance sur votre temps, car cette chanson est d'actualité des dizaines d'années après. Malheureusement, oui. Et le problème est loin d'être résolu. Même malgré cette chanson qui est pratiquement dans tous les livres d'école. Et j'avais vraiment envie depuis longtemps, quand j'ai écrit cette chanson, d'écrire ça. Mais ça m'a pris 3-4 ans. Oui, et le point de départ, je crois, c'est un discours d'Angela Davis à New York. Oui. Au Madison Square Garden. Oui, elle a fait un meeting le lendemain de sa sortie de prison. Et je l'ai vu, j'y suis allé à ce meeting. Je l'ai vu arriver sur scène dans une cage vitrée, avec des vitrages par balle. Et c'était très impressionnant. Et elle a tenu un discours, il y avait 50 000 personnes avec le poing levé dans le Madison Square Garden. C'était une chose inoubliable. Et en sortant, j'ai dit, bon, ben, tu vas attaquer ça. Oui, d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'elle est venue en France, elle a pris des cours de français à Biarritz en 63. Oui, elle parle très bien français. Elle a fait la Sorbonne et elle a découvert quelqu'un qui l'a marqué en lisant ses livres, c'est Jean-Paul Sartre. Et ça a influencé tout son parcours et tous ses engagements. Ce qu'on ne sait pas forcément. Alors, il se trouve que cette chanson, c'était non pas un procès, mais un constat, Pierre Perret. C'était un constat pour moi, exactement. Et c'était très difficile de ne pas faire un procès, justement, parce que le plus difficile, quand on met le doigt là où ça fait mal, c'est de ne pas enfoncer la tête sous l'eau. J'ai fait un constat, je dis voilà de quoi on est capable. Et chaque fois que vous la chantez sur scène, il y a une émotion de votre part et dans la salle. Mais oui, ça s'est toujours passé comme ça, parce que, en plus, il y a une écoute, une qualité d'écoute, hein, une espèce de recueillement de la salle terrible, et à la fin, une explosion. Mais vous avez reçu quelques menaces après cette chanson? Oh, il n'y a pas que là, il n'y a pas que cette fois-là. Chaque fois qu'on écrit une chose où on met les pieds là où il faut pas, eh ben, on vous menace, salaud, facho, gaucho. Moi, j'ai tout entendu. Hein, alors, mais c'est pas grave. Il faut aller de l'avant, et c'est ce que j'ai toujours fait. Oui, vous n'avez jamais fait attention, ça vous a jamais arrêté? Non. Ben là, non, si je serais pas chez vous dans le studio aujourd'hui. Ça, c'est effectivement le passé et le présent. Et puis, il y a une autre date importante, c'est la sortie de cet album, le 19 décembre 2025. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Perret.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Perret. On fête vos 70 ans de carrière avec cet album qui est sorti le 19 septembre 2025. 70 ans, 70 chansons sélectionnées sur 480. Pourquoi cet album aujourd'hui ? Parce que j'ai fait une entrée récente dans cette maison qui s'appelle Universal et qui apparemment est sensible à la couleur de mes chansons et à la carrière que j'ai pu faire, et je leur ai laissé carte blanche pour gérer ce genre de choses. Et j'ai chargé mon épouse Rebecca, que tu connais très bien, de choisir les 70 titres, parce que au milieu de tous ces enfants, on ne choisit pas ses enfants. Donc j'étais incapable de dire je préfère celle-là à celle-là, et je lui ai laissé la bride sur le cou pour ça. Et son choix n'est pas mal quand même, parce qu'elle n'a pas choisi les 70 plus mauvaises. Oui, et puis c'est un choix de souvenir, mais un choix de transmission aussi, parce qu'il est important de transmettre ce que vous avez fait à la jeune génération. Il n'y a pas d'autre exemple que vous dans le genre. Si vous le dites. Non, mais c'est aussi, la transmission, c'est important pour vous. Ah, il y a que ça. J'espère que ça fera des ricochets éternels, parce que il reste que ça. Moi, j'ai passé toute une vie à souffrir. Je peux bien dire souffrir. Je ne suis pas en train de m'auto-flageller, mais avec le stylo et l'angoisse de la feuille blanche, eh ben, j'ai passé parfois des mois et des mois et des mois à traquer le mot que je cherchais, qui me paraissait jamais au milieu, dans sa justesse. C'était trop ou pas assez. Et il faut pas trop dans une chanson, et il faut pas non plus pas assez. Oui, en plus, au fil des décennies, vous êtes devenu de plus en plus perfectionniste, Pierre Perret. Tout au long, ça a été un crescendo d'exigence pour moi, parce que j'ai jamais été rétif au boulot. J'ai toujours pensé qu'il fallait que le boulot commence. Une des rares choses que m'a dit Brassens à propos de mes chansons, une seule fois, dans le tout début, il m'a dit, tu vois, quand tu as fini ta chanson, c'est là que le boulot commence. Et je m'en suis toujours souvenu. Et puis, vous avez trouvé des expressions qui sont entrées dans le langage courant. Il y a plein de mots aujourd'hui que les jeunes emploient sans savoir que ça vient d'une chanson de Pierre Perret. Et c'est pas impossible, oui. J'aurais pas l'outrecuidance de revendiquer ça, mais si vous le dites... Et par exemple, on ouvre ses cages à miel pour écouter la cage aux oiseaux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à ces écoles que vous inaugurez, je crois que vous êtes à la 45e, et où il y a toujours une cage aux oiseaux. C'est vrai, ouverte. Ouverte. Ah oui, qu'est-ce que j'ai ramassé sur la théière avec cette chanson, parce que je me suis fait insulter de tous les noms. Hein. Ah bon ? Oh là 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 là. Parce que les gosses, ils m'écoutaient, ils ouvraient les cages, bien sûr. Et les parents étaient vachement pas contents parce qu'ils avaient acheté des piafs qu'ils voulaient avoir dans la maison. Et les gosses ouvraient la cage aux oiseaux, ils ouvraient la cage aux oiseaux. Mais il y en a des milliers qui l'ont fait. Ce qui est étonnant, ce sont ces 45 écoles, on n'a qu'à 45 écoles que vous avez inaugurées, et pas seulement des écoles, parce qu'il y a aussi des aires d'autoroute, il y a d'autres lieux. Ah oui, il y a plus d'une 50aine d'établissements en tout, dont, oui, des aires d'autoroute, des théâtres, des rues, des ronds-points, plein. Ça me scie toujours, je trouve ça fabuleux. Oui, et je crois que l'un des moments les plus émouvants de toutes ces inaugurations, c'est quand même l'école Casnel, qui était l'école de votre enfance, qui porte votre nom. À Castel-Sarrazin, en plus. Elle se trouve pratiquement à l'endroit où je suis né. C'est fou, hein ? Oui. C'était à 100 mètres de la maison qu'ont bâti mes parents quand j'étais gamin. Et la boucle est bouclée, quoi. J'ai trouvé ça
c'était assez fabuleux. Et puis c'est une école où il y a les petits. Et ça me touche encore plus parce que il y a des écoles primaires, des écoles maternelles, un collège. Il y a de tout dans le panel des lieux d'enseignement. Oui, mais les écoles des petits me touchent plus que tout encore. Et à chaque fois, l'inauguration, c'est un rituel. Vous allez dans la classe, vous parlez avec les enfants. Ah oui. C'est important. Oui. Et puis, je suis ravi parce qu'ils me regardent avec des yeux comme ça. La dernière école que j'ai inaugurée dans le sud-ouest, à Luxé, près de Tarbes, là, dans les Landes. Il y avait une petite fille, elle me regardait comme ça, elle me regardait. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Pierre Perret, je t'aime. Mais et elle m'a pris par le cou. C'est des petits de 3, 4 ans, 5 ans à la maternelle. Là, c'est fantastique. Est-ce que finalement, côtoyer encore ces jeunes, c'est pas le secret de votre éternelle jeunesse? Oh ben je l'ai jamais perdu de vue, puisque j'ai toujours été très très proche des enfants partout. Parce que la spontanéité, il y avait un de tes collègues récemment qui demandait à une petite fille, tu l'aimes bien, Pierre Perret? Oui, monsieur. Et pourquoi tu l'aimes bien? Il a une belle chemise. C'est magnifique. Et on était dans le Midi. Il n'y a qu'un enfant qui peut s'exprimer comme ça. C'est drôle. Oui, en vous écoutant au début, j'ai cru qu'elle allait parler d'autre chose que de la chemise. Oh, ben ça les traumatise pas de parler du zizi. Ils s'en foutent, ils se marrent, au contraire. Complexe au gay. On nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Alors, il se trouve que cette chanson, ce sont 16 disques d'or, ce que vous auriez jamais imaginé. Non, sûrement pas. J'ai jamais imaginé un bouleversement pareil, même après avoir eu les colonies de vacances et des tas de chansons que tout le monde chantait, comme La Cage aux oiseaux, etc. Mais ça a été une explosion terrible c'était un phénomène dans le domaine de la chanson, quand même. Et vous l'avez expliqué? Non, pas du tout. Je crois que la seule explication que je me suis accordée, c'est le constat de la hardiesse d'aborder des sujets que personne n'a abordés, parce que je ne sais pas si tu en connais beaucoup, des gens qui ont fait des chansons de 4 minutes sur le sexe avant moi. Et de cette façon-là, avec la dérision, l'humour et l'inventivité quand même qu'il y a dans le vocabulaire, parce que on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas le nier que cette chanson est écrite comme nulle autre n'a jamais été écrite auparavant, c'est sûr. Alors il se trouve que ça, ce sont les chansons d'hier éternelles, et puis il y a des chansons d'aujourd'hui comme celle-ci. Dans Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Il y en a une qui n'est pas contente. J'ai écrit ça. Les nourrissent qu'avec du bio. Paris saccagé. Bon, effectivement, ça ne doit pas plaire à la mairie de Paris. Ça, je m'en doute, j'en sais rien. Ils vous ont pas contacté? Si. Il y a l'adjoint qui m'a envoyé une lettre me disant « Mais vous vous trompez lourdement. Oui. Je peux vous assurer qu'il m'a envoyé un superbe livre où il y a tous les plus beaux monuments de Paris dans leur plus bel état, etc., etc. Un Paris que j'ai connu, mais qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Oui, car ce Paris, c'était celui où on pouvait aller d'un cabaret à l'autre, où on pouvait gagner sa vie et faire la fête. Entre autres, oui, mais au niveau des quais, des bouquinistes, des
de tous les monuments qui ont été détruits, de ces fontaines Valas qui ont disparu, toutes ces places qui ont été défigurées partout, tous les bancs qui ont été arrachés, les fameux bancs publics. Paris a été quand même vraiment défiguré, vraiment. On peut plus les 3 ou 4 sens de vélos, de motos, de voitures qui se croisent, qui arrivent les uns en face des autres c'est kafkaïen de Paris d'aujourd'hui, c'est pas possible. Et cette chanson est d'un coup de colère, parce que un coup de colère peut déclencher une chanson chez vous. Oui, il y en a beaucoup des coups de colère que j'ai fait, de chansons que j'ai faites à partir de coups de colère. Et c'est toujours salutaire, je trouve. Ça fait du bien. Et puis, dans cet album, il y a aussi une chanson qui ne correspond pas à la réalité. Tous les matins, c'est le tocsin. Et pourtant... Quand je me décolle du traversin, de mon pieu à l'armoire à glace, je me déplace comme une limace. Ma vieille carcasse. Alors c'est là où ma vieille carcasse, elle est là quand même. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, un humoriste, quand à 50 ans on se réveille, on n'a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Mais c'est vrai que vous avez une éternelle jeunesse. Les 50 ans, ils sont loin derrière moi. J'étais jeune à cette époque-là. Mais vous avez votre vieille carcasse, effectivement, mais elle fonctionne bien. Et encore une fois, quel est le secret de cette jeunesse ? Ça, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'étais toujours très attentif à ce que j'ai ingéré. Les choses les plus naturelles, toujours. Elles sont venues en priorité. Et puis, il faut avoir une hygiène de vie, il faut ménager son sommeil, avoir une part de mouvance quotidienne. Il faut savoir faire son petit sport quotidien, marcher, bouger. Faut jamais rester enfermé le cul sur une chaise des journées entières, parce que c'est pas mon truc. D'abord, c'était pas mon tempérament, mais cette chanson a marqué. C'est drôle parce que dans le début de la chanson où je dis « Quand je me décolle du traversin », c'est un vocabulaire que les enfants d'aujourd'hui n'ont plus. Une des premières questions que quand des enfants ont écouté cette chanson, ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est un traversin ?» Un traversin, ils ne savent pas ce que c'est. Exactement. C'est drôle. Oui, mais il y a des mots comme ça. Les draps, ils ne savent plus ce que c'est. Les couettes, ils savent ce que c'est. Exactement. Alors ça, effectivement, vous travaillez beaucoup et vous continuez de travailler. Je crois qu'il y a un album en préparation et un livre en préparation. Donc, oui. Ça, encore une fois, c'est votre gymnastique quotidienne. Le livre est fini et l'album arrive à sa fin parce que j'ai commencé l'écriture il y a 4 ans. Et je vais partir dans 2 ou 3 semaines, faire ma semaine pour mettre le coup de grâce aux dernières chansons. Je pense faire un album avec une dizaine de chansons nouvelles. Et tout ça, vous l'imaginiez dans vos jeunes années, quand vous étiez dans les cabarets, Pierre Perret ? Oh non, pas du tout, jamais. Non, mais d'ailleurs, j'ai jamais pensé avoir du succès. Je savais pas quand on... une des choses qui m'a fait le plus marrer, c'est dans tes collègues qui m'ont reçu dans maintes radios, télé, etc. Un jour, il m'a été posé la question, quel était votre plan de carrière ? Et ça m'a fait hurler de rire, parce que je dis, mais j'ai jamais eu de plan de carrière, je sais même pas, j'ai jamais pensé faire une carrière même. Moi, j'ai toujours été attentif à être honnête avec mon écriture et en adéquation avec ce que je pense et pas sortir de mes rails. Quand j'avais un truc à dire, je le disais franco, on est d'accord avec moi ou pas, ça, je le déplore pour ceux qui ne le sont pas, mais c'est tout. Il faut être honnête avec soi-même et exigeant dans son boulot. C'est la seule chose que j'ai faite toute ma vie.
Et pour être honnête, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce coffret de 70 chansons parce que on les connaît, mais on les réécoute toujours avec bonheur dans cette nouvelle version remasterisée. Et continuez comme ça, et puisque vous sortez bientôt un album et un livre, vous reviendrez dans les clés d'une vie. Merci docteur, vous êtes menacé de me revoir. Avec joie. Merci Pierre Perret, les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.